Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter Radio Sénégal, il est 19h. Au micro, Gorbel Jacob Ba, la musique sénégalaise encore endeuillée, le guitariste Cheikh Tidiane Tall est décédé aujourd'hui. L'ancien membre du groupe Khalam était âgé de 70 ans. Le président Macky Sall a inauguré aujourd'hui la grande mosquée de Léona Niassène à Kaolack, alors que la cité religieuse s'apprête à célébrer sa ziyara annuelle prévue ce week-end. Le bac de Farafenni en Gambie sera fermé la semaine prochaine et pour une période de 2 ans, 6 mois, le temps pour le gouvernement gambien de construire un pont pour assurer la traversée. À suivre dans ce journal la page des sports de Bassirou Silla et la revue de presse signée Arona Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bienvenue à tous. La musique sénégalaise encore endeuillée, le guitariste Cheikh Tidiane Tall est décédé aujourd'hui à l'Institut Pasteur de Dakar des suites d'une maladie. Âgé de 70 ans, il avait joué pour la dernière fois en public au Just for You en octobre. On écoute le témoignage de notre confrère Alioune Diop, animateur de l'émission Les Matins de RSI. Une très grande perte, c'est vrai. Cheikh Tidiane Tall a joué un rôle déterminant dans l'évolution des musiques sénégalaises. Si on parle de Cheikh Tidiane Tall, on fait allusion au groupe Khalam 1 dans les années 60, mais aussi dans les années 70. Si on parle de Cheikh Tidiane Tall, on fait forcément allusion au groupe Sahel dans les années 70 où il avait côtoyé Mbaye Fall, Seydina Wade et aussi Idrissa Diop. Cheikh Tidiane Tall, je crois qu'à un moment donné, la musique traditionnelle a quitté Sorano pour aller vers la scène moderne. Et on a commencé à parler de musique tradie moderne. Et ce format de musique tradie moderne a vu une intervention déterminante de Cheikh Tidiane Tall. S'il n'est pas le concepteur, beaucoup de dames de Sorano ont franchi le pas qui mène vers la scène musicale moderne avec l'appui de Cheikh Tidiane Tall. Il a su encadrer beaucoup de jeunes aussi. On peut parler de Dembel Diop, par exemple, du groupe Lemzo Diamono ou Iba Ndiaye dans d'autres groupes. Mais Cheikh Tidiane Tall, après Khalam 1, a intégré le Khalam 2, on peut le dire, quand les prospères, Henri Guiabert, Baye Babou, Abraham Koundoul, ou Yoro ou Hugo Dien ont repris le flambeau pour continuer le travail entamé dans les années 60. Donc, il a réintégré le groupe Khalam quand le groupe Khalam s'est installé en France avec une demande pressante de Abdoulaye Prosper Niang qui voulait à tout prix que Cheikh Tidiane Tall intègre le groupe. Ainsi, il a intégré le Khalam et il a continué de jouer après l'époque de Souleymane Faye en France et quand il a quitté pour revenir, toute cette période-là, Cheikh Tidiane Tall a accompagné le groupe Khalam. Effectivement, là, la musique sénégalaise vient de perdre un de ses plus grands ténors. Le témoignage de notre confrère Alioune Diop suite au décès du guitariste Cheikh Tidiane Tall. La levée de corps est prévue demain 9h à l'hôpital principal et son inhumation à Touba. Le chef de l'État a inauguré ce vendredi la grande mosquée de Léona Niassène. Macky Sall déclare qu'il est du devoir de l'État d'accompagner les familles religieuses, une politique qu'il traduit par le programme de modernisation des cités religieuses. Le calife lui a renouvelé son soutien. Daouda Badiane. L'État a le devoir d'apporter un soutien à tous les foyers religieux. C'est en ces propos que le chef de l'État a expliqué les biens fondés du programme de modernisation des cités religieuses. Le président Macky Sall d'ajouter que Léona Niassène, à l'image des autres cités religieuses, mérite un soutien constant dans la mission d'expansion de l'islam. Si j'ai initié le programme de modernisation des cités, c'est parce que j'ai compris qu'il est du devoir de l'État d'accompagner les citoyens dans les foyers religieux. Et c'est pourquoi j'ai tenu à faire comme je l'ai fait dans les autres foyers religieux ici à Léona Niassène, qui méritent des infrastructures d'envergure pour pouvoir accueillir leurs hôtes à la taille des événements. El Hadj Ibrahima Niass, khalife de Léona Niassène, très comblé, a vivement remercié le chef de l'État. Il a réitéré son soutien aux politiques de développement envisagées par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir le chef de l'État dans cette grande maison de Dieu. Il a contribué au rayonnement et à sa construction. Alors, mes frères et moi, nous disons un grand merci pour ce service qu'il nous a rendu. Ensemble, nous allons prier pour
la réussite de sa politique. Après la prière du vendredi, les milliers de fidèles venus de partout se sont joints au Khalife El Hadj Ibrahima Niass. Ensemble, ils ont prié pour un Sénégal paisible et prospère. De l'aérodrome de Kahone à Léona Niassène, le président de la République a été chaleureusement accueilli par les leaders politiques. Ils ont fortement sonné la mobilisation. Daouda Laye Kaolack, Radio Sénégal. Merci Daouda Laye Badiane, la cité religieuse de Léona Niassène qui célèbre ce week-end sa ziara annuelle. La religion au service de la protection de l'environnement, une approche initiée par la Fondation Konrad Adenauer, l'organisation allemande, a invité les chefs religieux à la sensibilisation pour un changement de comportement vis-à-vis de la nature. C'est une des recommandations de son colloque organisé en décembre dernier. Les précisions de Tida Sané. L'action de l'homme peut être néfaste sur l'environnement. Les guerres laissent souvent des séquelles à la terre qui portent préjudice à l'homme. Les chefs religieux sont invités à sensibiliser pour un changement de comportement. Le colloque sur religion et environnement organisé au mois de décembre dernier par la Fondation Konrad Adenauer avait réuni toutes les confréries religieuses et la société civile sur la question. De fortes recommandations ont été formulées. Thomas Volk, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. Nous avons choisi ce thème sur religion et environnement pour notre dernier colloque sur le dialogue interreligieux parce que c'est clair que les acteurs qui sont sensibles pour la création, les acteurs qui voudront sauvegarder l'environnement sont aussi des personnes, des gens qui sont sensibles pour des questions de religion et souvent les religieuses, les fidèles sont des responsables et des multiplicateurs pour des questions de l'environnement et de développement durable. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable se réjouit d'une telle initiative. Toutes les recommandations issues de ce colloque seront bien prises en compte. Doudou Ndiaye, représentant du ministre de l'Environnement. Avec le Code de l'environnement, tout plan, programme, projet, politique susceptible d'impacter l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental. C'est un outil stratégique. Dès l'instant qu'un programme doit être mis en œuvre, un projet ou une politique, si elle est susceptible d'impacter l'environnement, nous sommes habilités avec ce code de pouvoir arrêter ce programme, de ne pas le laisser continuer. Les recommandations et le rapport général du colloque sur religion et environnement sont disponibles sur le site de la Fondation Konrad Adenauer. Tida Sané, le bac de Farafenni en Gambie sera fermé la semaine prochaine et pour une période de 2 ans, 6 mois, le temps pour le gouvernement gambien de construire un pont pour assurer la traversée. La décision de Banjul est bien accueillie par le syndicat des transports routiers affilié à la CNTS. Son premier vice-président, Mbahan Gomis, s'est joint par Demba Malik Mbodj. C'est un rêve qu'on a rêvé pendant des années. Si aujourd'hui, le rêve de voir un jour le bac éliminé et à la place du bac, on voit une route goudronnée, tout en respectant les normes techniques et sécuritaires, c'est une chose que nous saluons et est venue à son heure. Maintenant, je pense que ça sera un avantage sur le plan social, sur le plan économique, mais sur le plan également sécuritaire. Imaginez-vous le camionneur qui passe une semaine, voire 2 semaines, voire même plus de 2 semaines à Farafenni. Pour que tout simplement, le bac ne peut pas l'amener au moment opportun. Imaginez, vous pouvez calculer ça. Combien de camions ont déchargé la marchandise qui est à bord de leur camion parce qu'ils ne peuvent plus passer cette marchandise est finalement détruite dans le véhicule même et sur les lieux. En tout cas, la majorité avait hâte de voir un jour cette tronçon réalisée par un goudron. Le premier vice-président du syndicat des transporteurs routiers affilié à la CNTS, Mbahan Gomis sur Radio Sénégal à 19h09. Le département de Guédiawaye ne dispose que de 6 maternités pour plus de 3000 habitants. À cause de ce déficit, 12 femmes ont perdu la vie entre 2015 et 2016. Pour lutter contre cette mortalité maternelle, ONU Femmes déroule dans la banlieue de Dakar un programme communautaire dénommé Muskoka. Une journée de plaidoyer pour réduire 2 phénomènes, la mortalité maternelle et les violences basées sur le genre. À Guédiawaye, ONU Femmes qui déroule le programme Muskoka est convaincu que ces 2 phénomènes ont une articulation réelle. Muskoka, qui a déjà bouclé sa première phase, est une véritable approche communautaire. Rokhaya Gaye,
chargée de programme à ONIFAM. À travers ce programme dénommé Muskoka, nous savons qu'il y a une articulation entre la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la réduction des VBG. Dans cette approche communautaire, dans ce combat que nous menons, nous avons les religieux, les techniciens en santé, mais nous avons également les collectivités locales qui sont engagées. En 2015 et 2016, 12 femmes ont perdu la vie en donnant la vie à Guédiawaye. Le département n'a que 6 maternités pour plus de 300 000 habitants. C'est insuffisant, dit Dr Papsamba Dieye, le médecin-chef. En 2016, nous en avons enregistré 5 contre 7 en 2015. Donc il y a une légère réduction entre les 2 années. Mais n'empêche que chaque fois qu'on perd une femme, c'est un événement très douloureux. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé utile quand même de discuter avec l'ensemble de la communauté pour voir comment on peut réduire ces décès. Nous avons 12 postes de santé et un centre de santé. Mais nous avons 6 maternités dans ces 13 structures. Et pour une population de 370 589 habitants. Donc, on est Rome, nous ne sommes pas respectés. Les acteurs communautaires et les agents de santé seront accompagnés par les forces de l'ordre et de sécurité et les psychologues. L'objectif est d'éliminer la mortalité maternelle et les violences basées sur le genre avant 2030. RTS banlieue, Aly Ndiaye Diouf. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire a organisé ce matin sa rentrée solennelle pour l'année 2016-2017. L'occasion a été saisie pour récompenser les meilleurs étudiants. Cette 20e édition, l'école a choisi d'échanger sur l'Afrique face aux enjeux et défis de la résistance aux antibiotiques. Diornia Sissé. La rentrée solennelle de l'année académique 2016-2017 de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire a eu lieu ce vendredi. Une rentrée qui a pour thème l'Afrique face aux enjeux et défis de la résistance aux antimicrobiens, un thème qui constitue une menace pour l'Afrique et pour le Sénégal, selon le professeur Ami Gassama de l'école supérieure polytechnique, animatrice du panel de la rentrée solennelle. En Afrique, il n'y a pas de surveillance de cette résistance. On ne sait pas où on en est au niveau de la résistance. Bien qu'il y ait des études ponctuelles qui soient réalisées sur les résistances aux antibiotiques dans les différents laboratoires et institutions de recherche. Mais on se rend compte qu'en réalité, il faut absolument mettre en place cette surveillance de la résistance et l'Afrique gagnerait à justement s'impliquer davantage dans cette surveillance de la résistance. Il est important aussi de renforcer justement la réglementation et la législation concernant l'utilisation de ces antibiotiques. L'automédication, une des principales causes de la résistance aux antimicrobiens, selon le professeur Ami Gassama. La vente des antibiotiques dans les structures dédiées, et cela c'est extrêmement important pour pouvoir avoir des médicaments de qualité et pouvoir donc assurer un traitement efficace lorsqu'il y a des infections chez l'homme. Pour l'année académique 2015-2016, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire a eu 112% de taux de réussite. La rentrée solennelle de cette année a été aussi une occasion pour l'ISMV de remettre des attestations aux étudiants majeurs de la promotion de l'année dernière. Parlons à présent de mendicité, un phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal et le gouvernement a engagé plusieurs actions pour mettre fin à cette mendicité et peut désormais compter sur l'appui de l'ONG Action Sénégal basée en Belgique. Justine Aye. Un groupe d'étudiants belges est venu au Sénégal dans le but d'aider les enfants talibés dans les villes. Le projet est né d'une rencontre avec la présidente de l'association Action Sénégal située à Tournai en Belgique. Cette association a pour objectif de venir en aide aux enfants talibés et d'améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans la brousse. Monique, une des étudiantes belges. On est parti avec l'association Action Sénégal qui a un centre là-bas à Saint-Louis, un bâtiment, et qui fait des activités avec les enfants, qui leur donne des bains, qui leur donne des soins, qui les rhabille aussi, et vraiment pour les aider à sortir de la rue. Le groupe belge s'était renseigné sur le phénomène qui touche le Sénégal, mais la réalité sur le terrain est quelque peu différente. Luc Dochy, professeur à la LA en Belgique. Quand on est sur place, notamment dans les villes, et qu'on voit les enfants qui mendient, on se rend compte quand même de l'ampleur du phénomène. On se rend compte aussi assez rapidement qu'il y a beaucoup de daras. Pour ces volontaires belges, une amélioration de la problématique des enfants talibés est possible. Mais pour cela, il faut mettre un maximum de personnes au courant. Ils ont donc pour projet d'informer la population en Belgique. Rémi, un des étudiants belges. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place tout doucement, que ce soit par Action Sénégal ou par d'autres associations. Et on espère qu'il y aurait une amélioration dans les années à venir pour ces enfants
qui, hélas, n'ont pas la chance que nous, on a pu avoir étant enfants. Après 4 semaines passées au Sénégal, ces étudiants belges restent positifs quant à l'évolution de la situation des enfants talibés. Ils se sont engagés à diffuser le message et espèrent des retombées. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Mohamedou Bouhari est rentré ce matin à Abuja après 2 mois de repos médical en Grande-Bretagne. À son arrivée, le président nigérian a annoncé qu'il poursuivait sa convalescence. Son vice-président Yemi Osinbajo assure son intérim. Ankara et Moscou normalisent leurs relations. Le président turc Erdogan a été accueilli au Kremlin par Vladimir Poutine avec les honneurs lors d'un conseil de coopération. Ce matin, Moscou a annoncé la levée de l'embargo sur les oignons et les choux-fleurs turcs. Mais il reste encore des sanctions imposées après l'incident aérien de 2015. L'armée turque avait abattu un avion russe. Le pape François se rendra en Colombie du 6 au 11 septembre prochain. Le chef de l'Église catholique qui a suivi de près les tractations de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC se rendra au moins dans 4 villes du pays. Et puis ce défi du patron de Facebook, l'américain Mark Zuckerberg, a décidé de visiter les 50 États de son pays. L'objectif du jeune milliardaire est d'aller à la rencontre de ses compatriotes pour comprendre leur vie, leurs envies et leur vision du futur. Radio Sénégal, les sports. C'est avec Bassir Ossila, bonsoir. Bonsoir Gorbel Jacob. CAN des moins de 20 ans, le trophée est la principale visée des Lions qui affrontent en finale la Zambie, pays organisateur. Hier, ils ont livré une demi-finale à la hauteur des attentes du coach et des joueurs. C'était face à la Guinée. Après 2015 à Dakar, voilà qu'en 2017, le Sénégal U20 se qualifie en finale de la CAN Junior. Hier, les protégés de Joseph Koto ont arraché leur ticket face aux Guinéens des moins de 20 ans sur la marque d'1-0. Le dimanche, en finale, les Lionceaux iront à l'assaut des jeunes Chipolopolo qui jouent à domicile. Peu importe pour le sélectionneur des Lionceaux, donc Joseph Koto, qui vise le trophée. Koto évalue d'abord la rencontre entre ses poulains et la Guinée. Nous l'écoutons. Les demi-finales, c'est un match à éliminatoire direct. Donc les joueurs ont eu beaucoup de pression dans le terrain. C'est pour ça, par moment, les jeux étaient un peu décousus. Et le penalty qu'on a raté a beaucoup joué sur le match. Parce que quand même, dans ces genres de matchs, quand vous avez un penalty, par exemple, pour tuer le match, si tu le rates, après, la pression est sur ton équipe parce que l'équipe adverse se réveille, montre beaucoup plus d'envie. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans le match. Bon, maintenant, en ce qui concerne le match contre la Zambie, je ne peux pas me prononcer tellement sur ce match-là. Tout ce que je peux dire, c'est une finale. Et je pense que les deux équipes feront le maximum pour montrer le spectacle. Le match sera joué parce que je pense que nous, notre objectif maintenant en finale, aussi bien nous que les Zambiens, c'est gagner le trophée. Maintenant, ce sera une bataille dans le terrain et la meilleure équipe gagnera. Écoutons encore d'autres réactions de joueurs très en verve lors de la demi-finale. Jean-Jacques Ndeki, homme du match, et Aliou Badji, l'auteur du but qualificatif pour la finale face à la Zambie. Je remercie le collectif. L'engagement et le fait d'être modeste, on était concentrés aussi et on a réagi comme des grands. Guinée avait bien joué en deuxième période, mais on a été présents pour bien se défendre, conserver notre but. Et je pense qu'une finale ne se joue pas, ça se gagne. Et on fera tout pour amener le trophée au pays. Continuez à prier pour nous, puisqu'il reste une étape, d'augmenter les prières. Et Inch'Allah, le reste, nous, on le fera dans le terrain. On est motivé, on est conscient de ce qui nous attend. Le Sénégal en a trop besoin d'une trophée, et ça sera la première, Inch'Allah. Cela me fait un grand plaisir d'avoir été élu homme du match, car je le souhaitais depuis le début du tournoi. C'est ce que je voulais. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai été élu homme du match et je le dédie à mes parents, mes amis, tout le peuple sénégalais, mes coéquipiers et le staff technique. Vraiment, c'était très dur. On a pu tenir jusqu'au bout. Les relâchements qu'on a eu après, à un certain moment, ça a été trop difficile, mais on a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Un grand merci à tous les Sénégalais et au staff technique, mes coéquipiers qui sont si braves. Et Inch'Allah, on espère prendre la coupe et l'amener au Sénégal.
Et puis le président de la République Macky Sall qui félicite les Lionceaux qualifiés en finale de la CAN U20. Il les encourage et il salue également leur combativité. Les Lionceaux vont rencontrer la Zambie en finale CAN U20. Ce sera ce dimanche. Bassir aussi, la FIFA met en demeure le Mali et lui donne un délai qui ne dépasse pas ce vendredi pour remettre les dirigeants de la fédération à leur poste. Il faut dire que la FIFA est très remontée contre le Mali, dont le ministre des Sports a pris la décision de limoger les dirigeants de la fédération. C'est une décision qui va à l'encontre de l'indépendance des associations membres, a jugé l'instance dirigeante du football. La FIFA compte soumettre ce cas de figure malien à son bureau de conseil. Si le Mali ne rectifie pas le tir, il écopera d'une suspension pour ingérence gouvernementale. Le délai que la FIFA donne au Mali n'excédera pas ce vendredi. Et pour terminer, Bassir Ossila, des résultats des quarts de finale de la Coupe du maire de Dakar, c'est en basketball masculin. C'est en basketball masculin. Les qualifiés donc en demi-finale sont l'AS Douane et l'US Ouakam, l'Union sportive de Ouakam. Donc l'AS Douane qui bat la Jeanne d'Arc 72-55 et l'USO qui bat Sibac 68-51 et un résultat qui vient de nous parvenir en football pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Dakar Sacré-Cœur vient de battre AS Douane sur la marque de 3-0. C'était la page des sports avec Bassir Ossila. Merci. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Il s'agit du directeur de l'AGEROUTE Zone Nord, Mor Gaye fait le point du programme Zéro Bac qui vise à désenclaver les localités difficiles d'accès dans les régions de Saint-Louis et Matam en construisant des ponts. Mor Gaye, interrogé par Tierno Diallo. Mor Gaye, vous êtes le directeur régional de l'AGEROUTE Zone Nord. Aujourd'hui, on est sur les travaux de construction donc, du pont de Ganguel-Souley. Concrètement, parlez-nous de cet important projet. C'est un projet qui est extrêmement important pour le Sénégal et surtout pour la zone nord. Cette partie du pays est très désenclavée, surtout en période hivernale. Là où nous sommes sur le pont de Ganguel-Souley, pendant l'hivernage, c'est les pirogues ou bien les charrettes qui font passer les populations, les produits et les biens. Ce qui fait que donc il était utile donc de réaliser ce pont de façon à permettre donc la continuité du trafic en toute saison. Maintenant que les travaux ont démarré, aujourd'hui, nous avons constaté que le projet est bien avancé parce qu'ici, on a terminé presque tous les appuis, il reste à couler 2 piles et 2 chevettes et on va commencer l'assemblage de la structure métallique qui est aujourd'hui dans ces conteneurs que vous voyez devant moi. Pour Ganguel-Souley, c'est la même situation. Nous avons pratiquement terminé les fondations. Pour Wende Bossiabé, nous avons aussi terminé les fondations. Il reste donc à procéder donc à l'assemblage des pièces de pont pour donc continuer donc sur ce travail. Nous sommes très satisfaits donc de l'avancement des travaux. L'entreprise donc a mis les moyens nécessaires et la mission de contrôle donc fait son rôle. Au finish, on va terminer donc le projet dans les règles de l'art et dans les délais. Ça va permettre aux populations de vraiment l'accès à certains services, notamment à l'écoulement de leurs produits agricoles. Effectivement, parce que si vous étiez là avant le démarrage des travaux, vous allez vous-même constater qu'il y a une rupture de trafic à ce niveau. Pourquoi? Parce que il y a de l'eau en permanence, ce qui fait que donc les véhicules ne peuvent pas passer. Tout le trafic donc est assuré par les charrettes et les pirogues. Ce qui fait que donc la production agricole, quelle que soit son importance, ne peut pas être écoulée. Ce qui donc décourage les potentiels investisseurs qui pourraient donc être intéressés par l'agriculture. Avec ce pont, c'est un nouveau décollage. Voilà, avec ce pont, donc, il y aura un nouveau décollage économique, compte tenu du fait que donc, il y a les investisseurs qui vont venir donc, investir dans l'agriculture et ça permettra donc l'écoulement normal donc, de la production agricole vers l'intérieur du pays. Et cela entre dans le cadre du programme Zéro Bac du chef de l'État. Effectivement, parce que ce que l'État sénégal veut, c'est construire des ponts au niveau de tous les emplacements où il y a des bacs. Nous avons donc un autre programme qu'on a démarré donc, avec le financement même de l'État du Sénégal, avec le BCI. Nous avons donc le pont de Niangue-Idi et le pont de Guédé, qui sont en phase de démarrage avec l'entreprise CSE. À la fin des travaux du pont de Niangue-Idi. Niangue-Idi et Guédé, d'ici 18 mois, Inch'Allah, on va terminer ces travaux. Parallèlement, il y a des routes qui sont... Parallèlement, vous savez, on a un programme de 250 milliards financé en partie par l'État du Sénégal, mais surtout avec l'accompagnement donc, des bailleurs de fonds, que sont donc la Banque africaine de développement, la BAD, la BID, la Banque islamique de développement, il y a le fonds d'Abu Dhabi et donc le fonds de l'EPEP qui nous ont accompagnés dans ce grand projet qui va permettre donc de réhabiliter 337 km sur la RN2 entre Ndjoum et Bakel, mais aussi Ndjoum, Halwar, Demet, et Kaskas, Medendjalbe,
saleté, peut-être pour revenir donc sur la RN2. Mais à part ce programme, on a aussi des plateformes multifonctionnelles qui permettent d'aider les gens donc, dans leurs œuvres quotidiennes, ce qui permettra donc de booster leur activité avec donc des moulins, des forages et des centres de transformation. En parlant de la réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel, est-ce qu'on peut revenir sur le financement et sur le délai des travaux? Sur Ndioum-Ourossogui-Bakel, nous avons donc la BID qui va amener donc 40,5 milliards. Nous avons donc la BAD qui va amener 70,4 milliards. Aussi le fonds de l'OPEP 7 milliards et le fonds d'Abu Dhabi 7,5 milliards. Qui nous permettent donc de réaliser dans sa totalité la section de la RN2 comprise entre Ndioum et Bakel. Fin des travaux. La fin des travaux est prévue donc d'ici la fin 2018. Parle également, M. Morgueil, des travaux de désenclavement de l'île Armor-Fifi. C'est le visage de cette partie du Sénégal qui va changer avec donc la réalisation de toutes ces infrastructures. Ce n'est pas seulement donc les routes qui sont construites, mais il y aura des pistes de connexion qui vont permettre donc de désenclaver les villages qui se trouvent dans la zone du projet. Il y a les plateformes multifonctionnelles, il y a les écoles qui sont clôturées ou bien réhabilitées, les centres de santé. Bref, tout un tas de programmes qui tournent autour donc de ce projet qui va permettre donc vraiment de changer le visage donc de cette partie du Sénégal. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue pour l'Ageroute? Hormis donc les financements assurés par les bailleurs de fonds, l'État du Sénégal a pris la responsabilité d'engager des travaux pour soulager les populations dans cette partie. Ce qui fait que donc entre Ndioum et Diatar et Podor, nous allons réaliser ce bitumage. Ensuite de Mboubé, Ndiandan, Pendiaïm, Pendao, donc sera réalisé et ça permettra vraiment donc de régler de façon définitive donc toute la mobilité au niveau donc de cette partie du Sénégal. Voilà, M. Morgueil, je vous. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Le chef de l'État a posé hier le dernier acte de sa tournée économique dans le nord du pays. Et c'était avec écrit Le Soleil le lancement des travaux de réhabilitation de la route RN2. Une occasion qu'il a saisie pour dire que désormais c'est un linéaire de 720 km de route qui va s'ajouter au réseau routier national avec les travaux démarrés dans l'île à Morphil et sur l'axe Ndioum-Bakel. La Banque islamique de développement, la BID, qui salue dans les colonnes du quotidien national la pertinence du projet. Alors, assiste-t-on, s'interroge Sud Quotidien, à une campagne électorale anticipée aux législatives? En tout cas, tout porte à le croire au niveau du camp présidentiel dont le chef de file, croit savoir mon confrère, semble profiter de sa tournée économique dans le nord du pays pour battre le rappel des troupes dans son propre camp. Sud Quotidien alors de donner la parole aux spécialistes, l'éclairage d'abord de l'analyste politique Momar Seyni Ndiaye qui estime que Macky Sall n'a pas eu le bon réflexe d'engager cette tournée au moment où ses affaires judiciaires ont éclaté. Quant à Maurice Soudjek-Dione, toujours dans les colonnes de Sud, ce docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis estime, je le cite, que le président Sall engrange un dividende politique dans cette campagne prématurée mais non déguisée. Le président de la République, selon Vox Populi, qui a profité de l'opportunité qui lui était offerte pour solder de nouveau ses comptes avec l'opposition à ses détracteurs. Macky Sall répond dans les colonnes de l'Ars, je cite: je ne suis pas un président qui se case au palais sans rien faire, pour dire donc que Macky Sall n'est pas insensible, selon l'As quotidien, au flot de critiques de ces tournées qualifiées de campagne électorale déguisée. Des critiques qui se poursuivent surtout après l'arrestation de Khalifa Ababakar Sall. Des réactions qui se poursuivent, celles de Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, les Patriotes, qui cognent dans les colonnes de Walf quotidien les actuels tenants du pouvoir, révoltés selon Walf par l'incarcération du maire de la capitale Ousmane Sonko de fustiger les méthodes du pouvoir, accuse-t-il un pouvoir qui cherche à réduire l'opposition en ayant l'opposant de dénoncer dans les colonnes de Vox Populi, je le cite: il y a un laboratoire du régime qui passe son temps à fabriquer des armes de destruction d'opposants, des accusations que ne semble pas rejeter la Tribune, mon confrère, qui rappelle que pourtant l'actuel locataire du palais de la République était mieux placé que quiconque pour savoir que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice et s'il a été élu, c'est dû en grande partie, explique Birima, à l'humiliation que Wade lui avait fait subir, son seul tort ayant été d'avoir voulu convoquer son fils Karim Meïssa Wade pour qu'il vienne s'expliquer sur l'argent qu'on lui avait confié pour l'organisation du sommet de l'OCI. Les Sénégalais justement et la victimisation. Mes confrères du quotidien s'y intéressent ce matin. Le Sénégalais aime considérer selon Sucre Salé que toute victime de la loi et de la force est un innocent opprimé. Résultat,
Tous les adversaires de Macky Sall veulent jouer sur cette partition, une partition selon Dank Sucre Salé qui avait si bien réussi à Idrissa Seck en 2007, se rappelle mon confrère, mais il n'a pas su en profiter. Karim Wade poursuit, mon confrère aurait voulu surfer sur cette vague s'il n'avait pas été enrôlé dans le Qatar Club avec séjour à durée indéterminée à Doha, ironise le quotidien. Alors il y a bien Khalifa, devenu grand khalife de Rebeuss avec l'espoir, indique mon confrère, de conquérir Roum en 2019. Mais attention, prévient le journal, parce que les effluves de Rebeuss peuvent parfois enivrer et ôter toute raison. Merci, c'était la revue de presse de Arona Diouf à 1 minute de la demi. Le rappel des titres de ce 19h. La musique sénégalaise encore endeuillée, le guitariste Cheikh Tidiane Tall est décédé aujourd'hui à l'Institut Pasteur de Dakar. L'ancien membre du groupe Khalam était âgé de 70 ans. Le président Macky Sall a inauguré aujourd'hui la grande mosquée de Léona Niassène à Kaolack, alors que la cité religieuse s'apprête à célébrer sa ziara annuelle ce week-end. Et puis le bac de Farafenni en Gambie sera fermé la semaine prochaine et pour une période de 2 ans 6 mois, le temps pour le gouvernement gambien de construire un pont pour assurer la traversée. Merci à Modou Diop, technicien aux manettes, CDM Laba Soumaré, journal réalisé par Ibrahim Khalil Goudiabi, présenté par Gorbel Jacoba. Merci de l'avoir suivi, surtout nos auditeurs de la commune de Sokone dans la région de Fatick. Merci de votre fidélité.